La journée philo continue. Bon, j'espère que vous m'entendez, moi je m'entends très bien. Cette heure qui va venir, c'est plutôt se consacrer à la spatialité, et différents sens du terme d'espace. Donc pour ma part, Loïc Geffrotin, prof de philosophie ici, je vais m'intéresser au vertige. Et on va essayer d'aller vers la claustrophobie, on verra si j'ai le temps. Donc Didier, je compte sur toi pour me couper dans 20 minutes. Et le point de départ le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est en fait suite au voyage scolaire qu'on a fait à Berlin fin février. Et donc on est allé à la tour de la télévision, qui est un des monuments les plus hauts, l'édifice le plus haut d'Allemagne. Et ce qui est fascinant, c'est moi-même. Quand vous vous retrouvez, donc là on est au pied de la tour, donc pour voir son sommet, il faut effectivement travailler un peu les cervicales. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on se retrouve dans l'autre position. Donc on est monté avec les élèves et certains ont dit bon attention monsieur, j'ai le vertige. Je fais bon ok, pas de problème. Sauf qu'effectivement il y a des élèves qui ont commencé à vraiment paniquer, à pleurer, à trembler, à être paralysés quoi. Donc effectivement, en haut, vous avez une vue à 360 degrés de Berlin. Donc bon, ici, je ne sais pas si vous avez très peur, mais donc si vous avez cette possibilité-là de vous pencher dessus, vous voyez que tout en bas, vous avez tous ces petits points noirs, ce sont des gens comme nous qui effectivement gambadent dans je crois que c'est bref, donc c'est vers Berlin-Est. Donc se retrouver tout là-haut, effectivement, peut provoquer une situation de vertige. Donc c'est ça mon questionnement. Comment se fait-il qu'on puisse avoir peur de la situation spatiale, de notre localisation, en fait? J'interviens une petite minute. Donc il va y avoir l'intervention de M. Geffrotin. Ensuite, il va y avoir aussi l'intervention du club astronomie sur la spatialité. M. Geffrotin l'a rappelé. Voilà. Donc ça, c'est la troisième séance de la journée philosophique. Je rappelle aux élèves aussi qu'on attend une attitude impeccable. Pour l'instant, ça s'est très bien passé. Donc on écoute le conférencier. S'il y a des questions, ensuite, on y va après. Voilà, je redonne la parole à M. Geffrotin, sachant qu'il va parler à peu près 20-25 minutes. Et ensuite, on aura le club d'astronomie qui interviendra avec Mme Barbet. Donc comment se fait-il que l'on ait peur, ou qu'on puisse avoir peur quand on se trouve dans ce genre de situation? Donc on va voir, mon plan va se dérouler en trois temps. Le premier temps, ça va être de voir effectivement qu'est-ce que c'est que le vertige, donc de se retrouver face à cette situation où il y a un contrebas. On va voir ensuite dans un deuxième temps s'il pourrait y avoir, de façon symétrique, une sorte du coup de contre-haut. Donc qu'est-ce que serait cette situation de peur où effectivement ce serait l'inverse du vertige? Qu'est-ce que c'est que cet inverse du vertige? Et si j'ai le temps, on fera quelque chose sur la claustrophobie et le huis clos. Donc peut-être qu'on aura le temps de rendre un hommage à Sartre, donc le temps nous le dira. Alors, première partie, effectivement, sur cette question du vertige. La collègue l'a dit juste avant sur Zweig, il y a le vertige et avoir des vertiges. Donc les vertiges au pluriel, donc un mot là-dessus quand même. Donc avoir des vertiges, effectivement, être pris de vertige, c'est être étourdi. C'est par exemple, vous étiez accroupi, vous vous relevez tout d'un coup, vous avez la tête qui tourne. Donc vous perdez l'équilibre. Vous êtes obligé de vous raccrocher à quelque chose qui est stable, car la tête tournant, effectivement, vous avez l'impression que rien ne va plus. Donc avoir des vertiges est désagréable. Mais avoir des vertiges ne fait pas peur. Donc effectivement, donc vertige au pluriel ne fait pas peur, mais pourquoi est-ce que le vertige au singulier, lui, il est du domaine de la peur? Donc c'est à ça qu'on va s'attaquer tout de suite, cette question du vertige. Donc effectivement, simplement, qu'est-ce qu'on a peur quand on a le vertige? On a peur de tomber, on a peur de la chute, mais c'est une chute particulière parce qu'on n'a pas peur de tomber au niveau de nos pieds ou au niveau du sol. Ce qui nous inquiète dans le vertige, c'est de tomber plus bas que nos pieds, plus bas que le niveau du sol. Donc il y a cet aspect où on n'a pas peur de tomber devant. Sur la photo de Berlin, vous n'avez pas peur de tomber tout là-bas. Ce qui fait peur, c'est de tomber ici, à vos pieds. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas peur de tomber au fond, au loin, mais qu'on ait peur de tomber en bas, à nos pieds? À quoi est-ce que ça peut être dû, ceci? Et nous avons de la chance, c'est cette peur de la chute rectiligne. C'est une sorte de peur on a peur de tomber de façon rectiligne. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Et la question, effectivement, qu'est-ce qui se passerait si cette rambarde s'effondrait? Et donc Pascal nous propose une explication du sentiment de vertige
Et donc il nous dit effectivement le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Donc c'est extrait des pensées, et ce que nous dit Pascal, en fait, il prend comme exemple l'être le plus rationnel du monde. Donc l'être le plus rationnel du monde, c'est le philosophe, donc celui qui effectivement a une capacité de raison, donc il ne peut pas effectivement lui en compter. Même lui, nous dit Pascal, il a aussi une faculté en lui qui est l'imagination. Et c'est l'imagination, pour Pascal, qui va faire que l'homme va avoir peur, alors que, a priori, d'un point de vue rationnel, rien ne l'y oblige, puisqu'il nous dit, c'est une situation où vous êtes, imaginez, vous êtes au début du XVIe siècle, et donc vous devez passer d'une rive à l'autre, ou d'une butte ou d'un mont à l'autre, donc il y a un précipice en dessous, donc vous avez une planche qui est assez large, donc ça passe. Donc elle est stable en plus, mais effectivement, vous avez quand même peur de tomber, alors qu'a priori, il n'y a aucune raison de le faire. Donc Pascal nous dit, son hypothèse, c'est de dire l'imagination, c'est une puissance effectivement qui nous met dans l'erreur et qui, dans le cas de notre rapport à l'espace, peut provoquer effectivement le vertige. Donc du coup, quelles sont, mis à part la question de l'imagination, quelles sont un peu les causes et les ressorts du vertige? Donc moi j'ai un peu identifié trois causes du vertige. Il faut qu'un élément manque pour que nous nous sentions en sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, effectivement, ça peut aboutir à la peur. Donc il manque quelque chose. Donc, on voit par exemple qu'on peut passer par-dessus une rambarde ou que le sol peut s'effondrer sous nos pieds. C'est ça dont on a peur. On imagine que le sol va s'effondrer sous nos pieds. Donc l'imagination s'emballe. Et il faut aussi que la longueur de la chute soit vertigineuse. Je suppose que si vous vous penchez ici, vous n'allez pas avoir le vertige. Donc pour avoir le vertige, il faut qu'il y ait une sorte de démesure. Il faut que la distance de chute possible, imaginaire, soit incomparable à votre taille. Effectivement, parce que les êtres humains sont tout petits, ils ne sont plus hommes, et c'est ça qui fait peur, c'est peur de se retrouver d'être un point par terre. Donc effectivement, il y a une question de démesure aussi, je pense, dans le vertige. Et du coup, quelles sont les conséquences de ce vertige? C'est la peur, les pleurs, la paralysie. Et effectivement, il faut se cramponner à quelque chose pour retrouver son point de sécurité. Et donc ça peut être, par exemple, se mettre à plat ventre. C'est faire en sorte que notre corps soit parallèle au support de notre corps. Parce que si vous restez debout, c'est que vous gagnez encore en hauteur. Donc il faut effectivement réduire la distance sans s'écraser au sol. Donc il faut réussir à tenir ça dans le vertige. Donc c'est évidemment quelque chose qui est fascinant, et d'autant plus fascinant si on se demande, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait les choses dans l'autre sens? Moi je dis, si le vertige c'est le contre-bas, est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de contre-haut? À quoi ça pourrait donner? Donc effectivement, ce contre-haut, c'est se retrouver face à un espace qui est infini. Donc on va faire là aussi des expériences de pensée. Et mon cadre d'analyse, c'est de penser l'espace qui nous entoure comme étant une sorte de... Imaginez l'espace comme un cube. Tout espace est cubique, tout espace a de toute façon 6 faces. Même quand vous êtes à l'extérieur, il faut imaginer que vous êtes dans un grand cube. Et donc si le vertige, c'est imaginer que dans votre cube, tout d'un coup, là, le sol s'effondre, la trappe s'affaisse, donc on tombe, c'est le vertige. Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas cette trappe qui s'effondrait, mais c'était le plafond qui tout d'un coup s'ouvrait? Bon, vous n'avez pas peur, effectivement, à moins que ce soit magique, et donc pensez qu'effectivement, tout d'un coup, le plafond s'ouvre, on va se dire, je ne vais pas tomber, c'est pas ça notre réaction. Donc, je vais essayer de vous faire peur, donc on va voir si ça va marcher. Donc, imaginez que vous vous retrouviez sur les hauteurs du Havre, au jardin suspendu, c'est la nuit, donc vous avez... au jardin suspendu de la nuit, donc vous êtes allongé dans l'herbe et vous voyez les étoiles. Donc a priori tout va bien, c'est un cadre plutôt idyllique. Donc ce que j'ai réussi à vous faire peur, c'est en vous demandant de vous dire que vous êtes plutôt en fait au XVe siècle et le monde n'existe que depuis 6 ou 7 000 ans. Et quand vous regardez les étoiles, en fait, vous pensez que vous êtes dans ce qu'on appelle le monde, c'est juste la Terre, et au-dessus de cette Terre, effectivement, vous avez une voûte sur laquelle sont placées des étoiles. Donc vous êtes dans un monde qui est clos, qui est fini.
Ça, c'est rassurant, effectivement, le monde dans lequel on vit est une sorte de gros cocon, et donc tout va bien dedans. Et ce qu'ont fait des petits plaisantins comme Copernic ou Galilée, c'est de dire, en fait, cette voûte n'existe pas, et ces étoiles que vous voyez n'est pas à proximité, mais effectivement, elles ne vous entourent pas, elles ne vous englobent pas, mais effectivement, elles sont à des distances qui sont très variables. Donc, c'est-à-dire que vous vous retrouvez tout d'un coup d'un monde clos à un univers infini. Donc imaginez ça, donc en plus, outre le fait qu'on vient de découvrir les Amériques, donc l'Européen n'est plus le centre de la Terre, mais en plus la Terre n'est plus le centre de l'univers. Donc c'est une crise, donc vous avez tous dû voir ça en cours, donc là on reprend sous un autre angle. Et il y a cette phrase célèbre que le Club Astro aussi, je crois, reprendra, de Pascal. Donc Pascal écrit qu'effectivement, je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferme, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis placé en ce lieu qu'en un autre, donc plutôt qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute éternité qui m'a précédé, de celle qui suit. Donc effectivement, la révolution copernicienne galiléenne, on n'est plus le centre de l'univers qui est une sorte de sphère, vous êtes un point parmi l'univers, donc vous n'êtes plus rien du tout. Donc ça, effectivement, c'est pas Pascal qui a peur. Ce que dit Pascal, c'est celui qui a peur de cette situation dans laquelle, effectivement, vous vous retrouvez face à une immensité qui est ouverte. C'est en fait l'athée. L'athée, comme son nom l'indique, est sans Dieu. Et donc, se retrouver sans Dieu dans un monde si vaste, dans un univers si vaste, fait peur. Donc c'est dans cette situation-là, effectivement, que se retrouver face à donc pas le contre-bas, mais le contre-haut, face à cet infini, peut faire peur. Et donc, bon... On a du temps. Donc effectivement, donc vous êtes donc si on essaie de voir un peu, faire le parallèle entre les causes du vertige et du coup son opposé, qu'est-ce qu'on voit? On avait vu que pour le vertige, ce qui faisait peur, c'est qu'un élément manque pour nous sentir en sécurité. Ici, effectivement, si le toit n'est pas ouvert, non, je passe, excusez-moi. Je vous l'ai déjà dit. Bon bah. Je vais passer directement à mon troisième point. Donc, pour juste faire le bilan de cette deuxième partie, donc quand le monde était clos, il était rassurant. On était chez nous, on avait une sensation de cocon, de sécurité, on était bien entouré, rien n'allait s'effondrer. Tout était stable. Et effectivement, il n'y avait pas de trappe cachée qui allait s'ouvrir et le sol ou le ciel n'allait pas nous aspirer. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si, effectivement, votre cocon est trop cocon ? Si les murs qui vous entourent sont trop mûrs, si vous êtes emmuré, par exemple. Donc, effectivement, si les murs qui sont proches sont trop proches, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez avoir cette sensation d'enfermement qu'on appelle la claustrophobie. Alors, là aussi, imaginez effectivement, dans un cadre convivial, on est tous ensemble, il y avait du café tout à l'heure, et donc en plus il y aura une pause ce midi, et donc la journée se passera très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je vous dis que pour le reste de l'éternité, nous allons passer notre temps ici, tous ensemble ? Là, ça peut faire peur. Donc effectivement, c'est une situation de huis clos. Vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma ou au théâtre. C'est ces histoires qui se déroulent dans un endroit. Et donc les personnages sont dedans. Donc il y a deux types de huis clos. Il y a des huis clos juste l'histoire se passe là, à point bas, ou il y a aussi les huis clos où les personnages ne peuvent pas sortir, ils sont enfermés. Et donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette figure de huis clos, c'est une figure fascinante. C'est une sorte de figure extrême qui contredit tous les autres espaces. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, donc d'où ça vient ce terme de huis clos ? Donc c'est un terme un peu, huis en français, c'est un terme un peu barbare. Huis clos, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement clos, donc c'est la clôture, ça on comprend, mais le huis, eh bien en fait en vieux français, le huis c'est la porte, d'accord ? Donc, ou l'ostium en latin. Et donc le huis et clos signifie que les portes sont closes. Donc, par exemple, quand on ferme une séance officielle aux yeux du public, donc c'est une séance à huis clos, et donc les personnes chargées de fermer ces portes, ce sont, à proprement parler, les huissiers. Donc l'huissier, c'est celui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes. Et donc ça, c'est pour que vous ayez un peu le sens.
Et donc imaginez maintenant que vous vous retrouvez dans une pièce qui n'a ni porte, ni fenêtre, ni ouverture, qui donne sur rien, et il n'y a pas de source de lumière, il n'y a pas d'air pur, il n'y a pas de perception du monde extérieur, il n'y a que vous, ou que nous. Donc effectivement, nous nous retrouvons un peu emmurés vivants. Et donc cette situation fascinante, donc Sartre nous la propose dans l'ouvrage éponyme, donc Huis clos, donc italique, parce que c'est le titre du livre. Et donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, donc ce sont trois jeunes gens, Garcin, Inès et Estelle, qui entrent tour à tour dans une sorte de chambre d'hôtel, et ils comprennent qu'ils sont morts et qu'ils sont en enfer. Donc qu'est-ce que c'est quoi l'enfer? C'est effectivement se retrouver de toute éternité avec deux autres personnes. Et très vite vous allez comprendre qui sont ces personnes-là. Donc c'est cette fameuse citation de Sartre qui dit « l'enfer c'est les autres ». Donc il peut être effectivement infernal de se retrouver avec l'autre qui vous juge en permanence parce qu'on a besoin de leur relation à l'autre. Donc l'enfer, ça serait les autres hommes. Mais ce qui est fascinant aussi dans ce livre, c'est tout le rapport à la spatialité, tout le rapport au mobilier. Et donc la première phrase du livre, le premier dialogue, Garcin il dit effectivement « Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles ». Effectivement, c'est un meublé, il y a trois fauteuils. Et en fait, ce dont ont peur les personnages ici, au premier abord, c'est surtout dans un lieu qui n'est pas familier, avec des meubles d'un style ancien. Ils se disent, en fait, c'est assez effrayant, puisqu'il n'y a que ces meubles. Donc il y a un bronze, il y a des hauts fauteuils, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc ils disent, il n'y a pas de brosse à dents, rien du tout, vous avez juste vos meubles pour vous asseoir et votre bronze, point. Et donc du coup, en fait, l'espace devient effrayant, parce que non seulement ces gens sont dans un endroit qui n'est pas à l'aise, mais en plus ils sont enfermés à vie, ou tout au long de leur vie, ils vont être enfermés là-dedans. Alors, pour finir sur le huis clos, donc comme lieu, pas comme livre, je voulais effectivement revenir et comparer ce qui est finalement fondamentalement qu'est-ce qui nous fait peur dans le huis clos, dans l'enfermement, comparé à un lieu dans lequel on peut entrer et sortir. Et donc je me demandais effectivement le rôle des portes. En quoi est-ce que finalement les deux portes qui sont ici, quatre portes qui sont ici sont extrêmement importantes, plus ces fenêtres. La porte, elle nous permet la sécurité. C'est effectivement n'importe quelle personne ou animal, si vous avez votre maison à l'extérieur, ne peut pas rentrer chez vous. Donc la porte est synonyme de sécurité. La porte, elle permet l'intimité. Vous êtes chez vous et vous pouvez vous centrer sur vous. Effectivement, vous fermez, donc l'extérieur n'a plus de prise sur vous, donc vous pouvez vous recentrer sur vous-même. Et troisième aspect qui est pratique, on va dire, c'est vous êtes isolé de façon thermique. Vous pouvez garder la chaleur chez vous. Alors qu'est-ce qui se passe quand les portes sont fermées, pour toujours? Dans un huis clos, effectivement, vous allez passer de la sécurité, quand la porte peut s'ouvrir, à l'oppression. Effectivement, c'est vous dire je suis bloqué, là effectivement la porte ne s'ouvre pas, je suis coincé, là effectivement ça fait peur. Deuxième aspect, c'est que vous allez passer de l'intimité à vous retrouver face à vous-même. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça fait peur, ça, de se retrouver, de dire coincé avec soi-même? C'est parce que, effectivement, imaginez que vous êtes dans un cercueil, et donc vous avez la planche qui est à 10 cm de vos yeux. Ben en fait, vous pouvez pas, c'est effrayant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour pouvoir se penser soi-même, il faut quand même qu'il y ait une distance par rapport à soi. Là, ça va, parce que je vois les demoiselles sont loin dans la fond de la salle, donc je peux réfléchir, c'est pas oppressant. Par contre, si on est nez à nez jusqu'à la fin des temps, là, vous allez me faire très peur. Donc, effectivement, c'est cette question de pour se retrouver soi-même, il faut quand même une certaine distance à soi. Donc il faut la bonne distance. Donc trop d'intimité peut être effrayant. Et troisième aspect, c'est qu'on passe de l'isolation thermique à l'isolation tout court. Effectivement, on a besoin des autres, on a besoin de la relation à l'autre, on a besoin aussi de pouvoir se débarrasser des autres. Mais si effectivement vous êtes purement isolé, isolé tout court, et bien là effectivement c'est effrayant. Donc j'en ai fini avec mon propos sur la peur et l'espace. Donc effectivement, j'essaie de vous montrer qu'est-ce qui fait que l'espace fait peur, quelles sont les situations, quelles sont les causes qui font qu'on peut avoir peur en fonction de l'espace, mais effectivement, ce sont peut-être des exceptions. Je vous remercie.
quelques questions. Ensuite, on laissera. Alors. J'ai pas besoin de micro. Merci. Alors, je suis désolée, c'est une question vraiment très très personnelle, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Je la pose quand même. Concernant donc le vertige vers le bas, parce que de haut, je n'arrive pas du tout à imaginer. Il m'arrive d'avoir la tentation de me laisser aspirer. Chez moi, la fenêtre ouverte, je secoue les tapis à la fenêtre. C'est au 2e étage. Et je le dis, fais gaffe, parce qu'il y a peut-être un moment où tu vas céder à la tentation. Je suis sérieuse. Hein. Oui, oui, oui. Restez au rez-de-chaussée. C'est une vraie question. Effectivement, c'est un élément. Et puis le désir. J'ai quand même peur. Alors, effectivement, quand vous disiez de se rapprocher là-dessus, c'est vrai que j'ai envie de me rapprocher parce que. Voilà. Mais effectivement, c'est un aspect que j'ai oublié. Mais dans le vertige, il y a les deux. J'ai peur de tomber, donc je ne veux pas être en bas. Mais en même temps, c'est une sorte d'aspiration. C'est que dans le vertige aussi, on est attiré par le bas. Quand vous êtes en haut des falaises d'Étretat, vous avez envie d'être en bas tout de suite. Donc c'est ça qui est impressionnant dans le vertige, c'est qu'effectivement ce contrebas, ça a un poids sur votre esprit. C'est une question d'imagination, c'est qu'effectivement le vide appuie sur votre esprit et finalement vous fait peur. Parce que vous imaginez les conséquences que ça peut avoir, mais en même temps, il y a un effet d'aspiration au sol. Donc, effectivement, c'est les deux. C'est qu'on a peur de tomber, en même temps, on est prêt à sauter. Donc, rationnel où je me dis, tu vas t'abîmer. Exactement. Donc, c'est pour ça que Pascal insistait sur le rapport entre la rationalité et l'imagination. C'est le jeu des deux. Donc, effectivement, heureusement que la raison reprend le dessus. Et on retrouve, d'une certaine manière, l'ambivalence de la peur. C'est à la fois répulsion et puis fascination. C'est vraiment toujours cette ambivalence qui semble au cœur de la peur. Ce dont on a peur, en fait, à la fois on le craint, on veut l'éviter, mais on tend aussi d'une certaine manière, parfois paradoxalement, à y aller. Et là, c'est vrai que le vertige, il y a les deux choses. Ce qui nous fait peur aussi, c'est parfois notre réaction. On se dit finalement, mais comment je vais me comporter par rapport à ça? Et quelqu'un qui a le vertige, justement, il se dit, je ne me contrôle plus. Et ce que je ne contrôle plus, c'est cette peur qui à la fois veut éviter le danger et puis qui court au danger d'une certaine manière, ou qui saute dans le vide. Mais voilà. D'autres, oui. Oui, c'est moins une question qu'une remarque, parce que l'illustration que tu choisis, elle nuance ce que tu as dit, où tu disais, on n'a pas l'équivalent. Lorsqu'on regarde le ciel, ou lorsqu'on regarde en hauteur, on n'a pas la même sensation que lorsqu'on regarde vers le bas, en contrebas. En l'occurrence ici, je ne sais pas ce qu'il en était des visiteurs de Berlin, c'est assez vertigineux. Justement, précisément, la désorientation qui est peut-être finalement le sens du vertige, être désorienté, être décentré, ce qui se passe dans l'amour, les vertiges de l'amour, c'est être un peu décentré, désorienté, ça peut peut-être s'éprouver aussi vers le haut. Enfin, est-ce que dans le vertige, c'est pas l'épreuve du décentrement? Évite. Je crois qu'il faut un temps pour que le micro chauffe, c'est ça. Il a un petit temps. Donc, effectivement, il y a les deux. Là, effectivement, ce qui est impressionnant quand on se retrouve au pied de quelque chose aussi haut, c'est effectivement, c'est vertigineux, c'est ce qu'on dit en français. Mais du coup, effectivement, qu'est-ce que c'est que le vertigineux? C'est peut-être la peur que ça me tombe dessus. Déjà, on dit, est-ce que c'est bien stable? Donc, effectivement, cette question de la stabilité, c'est cette question, effectivement, de moi, je suis sur mes pieds, effectivement, je sais où je suis dans mon corps, mais effectivement, je peux aussi me penser que je peux être décentré et me retrouver là-haut, donc pas être à l'endroit où je devrais être. Effectivement, cette question, je pense, c'est pas taille humaine, c'est trop grand. Donc effectivement, on perd cette référence à l'être humain, donc au centre, l'homme comme mesure de toute chose. Donc effectivement, on perd ça et donc du coup, on se dit mais où est-ce que je suis, où est-ce que je pourrais être? Et donc effectivement, c'est cette question de la décentration. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, Tiffaine. En fait, moi, l'impression que j'ai par
rapport à ce qu'on vient de dire, là, justement, sur ce vertige et cet anti-vertige, qu'on connaît aussi en astronomie, du coup, nous, l'anti-vertige, puisque c'est dans le sens, comme tu disais, sous les étoiles. Je pense que c'est par rapport à notre taille, c'est nous qui nous mettons dans le décor et dans l'inverse, et donc c'est le fait de se sentir petit, pas forcément le fait d'avoir peur que ça nous tombe dessus, mais le fait de se sentir ridiculement petit par rapport à cette chose qui nous fait peur. Et c'est ce qui se passe en astronomie quand on se met sous les étoiles, si on reste longtemps sous les étoiles, il y a un moment où on se sent tellement petit que ça fait vraiment bizarre. Je pense que c'est peut-être cette relation justement, en fait, on se sent plus petit que ce qu'on pense être. Je sais pas ce que... C'est une très bonne transition pour l'exposé suivant. Merci beaucoup. Très bonne transition, on va en profiter. Simplement une petite remarque aussi sur le vertige qui nous décentre, le vertige qui nous met dans une situation où il y a... Le vertige qui nous met dans une situation où on est face à quelque chose qui est de la démesure. Tiffaine Barbet insiste sur le fait qu'il y a aussi ce sentiment de grandeur. Je rappelle qu'il y a un sentiment esthétique que Emmanuel Kant, un philosophe allemand, définit ainsi. Il dit il y a le sublime, c'est aussi le sentiment qu'on éprouve devant l'infiniment grand. Donc le vertige, c'est à la fois douloureux, compliqué, on veut éviter ce genre de sentiment, mais il y a un vertige aussi qui peut être délicieux, comme l'a rappelé d'ailleurs Madame Tessier, puisqu'il y a aussi les vertiges de l'amour, hein, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là, on est plutôt du côté du sublime.